Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. C'est Sens Public, votre rendez-vous de débat, de chroniques et de reportages. On est ensemble tous les jours à 18h et 22h pour donner du sens à l'actualité grâce à nos invités, experts et grâce aux journalistes de la rédaction de Public Sénat. Et voici le sommaire de ce 20 mars. L'Union européenne limite son aide à l'Ukraine en réduisant ses importations des produits dont les agriculteurs dénonçaient la concurrence déloyale, œufs, volailles, sucre ou maïs par exemple. Quelles conséquences pour l'économie ukrainienne? Pourquoi le printemps qui s'annonce et sans doute celui de tous les dangers pour l'armée de Volodymyr Zelensky? Réponse dans une minute. Et puis pour notre second débat volontairement décalé de l'actualité du jour, c'est un gros plan sur le chouchou des sondages que je vous propose. Nous sommes la liste pro-européenne parce que nous sommes attachés à l'indépendance de l'Europe. Parce que nous pensons que c'est la meilleure façon de ne pas être écrasé entre la puissance américaine et l'ambition chinoise. Parce que nous savons que l'Europe est entourée d'États qui contestent ses intérêts, qui veulent affermir et affirmer leur puissance, qui mettent en cause ses choix, ses valeurs, ses fondements. Édouard Philippe, soutien de poids lors du lancement de la campagne européenne de Valérie Hayet, mais toute sa stratégie tend vers un autre rendez-vous beaucoup plus lointain, évidemment la présidentielle de 2027. Ses atouts, ses faiblesses, ses réseaux à découvrir dans 45 minutes. Mais d'abord, cette décision européenne prise sous la pression de ses agriculteurs, limiter l'importation de certains produits ukrainiens. Jonathan Dupriez. Les agriculteurs l'espéraient, l'Europe l'a fait. Les États membres et le Parlement européen se sont accordés cette nuit pour limiter certaines importations agricoles venues d'Ukraine. Cela concerne les œufs, la volaille, le sucre, le miel ou l'avoine. Pour soutenir l'effort de guerre ukrainien, ces denrées pouvaient être importées sur le marché intérieur de l'UE sans droit de douane. Ce temps semble ainsi révolu, mais pour le gouvernement français, c'est une avancée en demi-teinte. Pour nous, l'accord n'est pas encore comme celui que nous souhaitions. La France défend la position suivante. C'est qu'on ait une période de référence pour fixer une limite aux importations qui étaient 21-23 et pas seulement 22-23. Oui. Vous voyez bien que sinon, on parle des années. On parle des années de référence. Et puis deuxième élément, on souhaite inclure plus de céréales, parce que si on inclut le maïs, c'est sans doute qu'il y a un sujet sur les céréales et il y a un sujet sur le blé en particulier. Oui, mais... Et donc le travail va se poursuivre. Ce tour de vis européen va en tout cas dans le sens de ce que réclamaient depuis des mois les syndicats agricoles des pays de l'UE, critiquant notamment une concurrence déloyale face à cet afflux de produits ukrainiens à moindre prix et soumis à des normes sanitaires beaucoup moins strictes. L'Ukraine est en guerre, des importations sans droit avaient été acceptées, beaucoup pensaient que la guerre allait durer quelques mois, ça fait 2 ans qu'elle dure. Les cours s'effondrent, les importations sont massives et mettent en péril l'économie des exploitations partout en Europe. Côté ukrainien, ces mesures pourtant contraignantes sont accueillies dans une relative bienveillance. Le président Zelensky semble soucieux de ne pas froisser ses alliés européens sur les questions agricoles, alors qu'il compte plus que jamais sur leur aide militaire. Le président ukrainien sait bien qu'il doit ménager les opinions publiques européennes et que si à un moment donné la guerre en Ukraine a un coût trop important pour toute ou partie de la société européenne, eh bien ça va poser question sur le soutien militaire et le soutien financier. Donc de ce point de vue-là, il est obligé d'être compréhensif, il est obligé d'être conciliant. L'accord doit encore être formellement entériné par les 27 comme par les eurodéputés, en commission puis en séance plénière fin avril, avant l'entrée en vigueur de ces nouvelles mesures le 6 juin prochain. Ukraine, le printemps de tous les dangers, c'est le titre de notre débat avec Pascale Joannin. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir, vous êtes directrice générale de la Fondation Schuman. Richard Verly, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Correspondant France-Europe pour le média suisse Blick et auteur avec François d'Alençon de ce livre Le bal des illusions qui est à paraître dans une semaine, tout juste le 27 mars aux éditions Grasset. Jérôme Clèche, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Vous êtes enseignant en prospective et stratégie à Sciences Po Paris et auteur de La prospective stratégique, c'est aux éditions Hermann. Mathieu Croissando, bonsoir Mathieu, éditorialiste politique. Alors cet accord qui avait été trouvé un peu plus tôt ce mercredi, qui est suspendu à la demande de la France, Pascal Joannin, ça sonne quand même comme un peu la fin de la solidarité maximale. Est-ce que vous l'analysez comme ça? Tout à fait. C'est tout à fait le cas. On avait fait œuvre de solidarité il y a 2 ans en disant voilà les Ukrainiens sont en guerre, les Russes avaient en effet fait tout ce qu'il fallait pour éviter que les Ukrainiens puissent exporter leurs céréales. Alors il faut savoir que dans l'Union soviétique, l'Ukraine c'était un petit peu le grenier de cette Union soviétique. Ils ont des terres riches, ça pousse bien et donc en effet on avait en effet avec la guerre
l'obstacle d'exporter. On avait donc trouvé des mesures pour aider en effet ce pays en guerre à pouvoir faire écouler ses stocks, et notamment à destination non pas de pays de l'Union européenne, mais de pays du Maghreb ou de pays du Moyen-Orient qui sont très, très friands de ces céréales ukrainiennes. Et dans la foulée, en effet, l'Union européenne avait considérer que l'Union, tout en n'étant pas dans un État membre, devait bénéficier des mêmes avantages. On avait donc suspendu l'Ukraine bénéficiait des mêmes avantages, comme si elle était membre de l'Union. Voilà, on avait suspendu les droits de douane et les contingents pour un certain nombre de produits, et donc ce qui faisait que l'Union avait le même statut que les autres, les agriculteurs des États membres. Ouais, donc c'est quand même un retour en arrière, c'est un gros pas de côté. Ouais. Alors, même si c'est suspendu, je le rappelle. C'est pas qu'une suspension, c'est... Il y a une petite phrase qui est très importante, c'est on a renouvelé cette suspension de droits de douane et de contingent, elle est renouvelée. Hein. Elle s'arrêtait le 5 juin, donc on va la renouveler pour un an. Oui. Mais on y met des mesures compensatoires pour un certain nombre de produits. Oui. C'est-à-dire qu'en effet, si l'Ukraine exporte plus de ses produits qu'elle n'en exportait juste avant la guerre, eh bien, au niveau du surplus, elle bénéficierait plus de ses droits de douane. C'est suspension parce que l'accord est suspendu, à la demande d'ailleurs de la France. Pologne et Italie sont trois des pays qui, si je comprends bien, Richard Verly, veulent protéger encore un peu plus les agriculteurs européens. Oui, en fait, ce sont des mesures avant tout destinées à rassurer les paysans européens qui sont en colère et qui, notamment en France, disent que ce qu'on leur a promis n'est pas encore mis en œuvre. Oui. Donc, c'est ça qu'il faut retenir de ces annonces. Parce que, paradoxalement, moi, je ne suis pas très étonné que Volodymyr Zelensky se soit montré rassurant, pour deux raisons. D'abord parce que l'une des réussites, on l'a trop peu dit, de la contre-offensive ukrainienne, vous savez qu'il y avait eu lieu l'été dernier, l'été 2023, c'est qu'elle a réussi à rouvrir le couloir maritime d'exportation, en gros, à partir d'Odessa. Et quand vous êtes à Odessa, c'était mon cas il y a 3 semaines, comme vous le savez, vous voyez des cargos passer en permanence au large. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'Ukraine peut réexporter à partir de ses ports, ce qu'elle ne pouvait pas il y a quelques mois. Et la deuxième chose, c'est que ce qui va se négocier maintenant, c'est le transit d'un certain nombre de denrées, puisque les céréales, notamment, ne sont pas destinées à atterrir dans les assiettes européennes, sous une forme ou sous une autre, mais à passer par l'Europe et à repartir vers d'autres destinations. Le problème fondamental, c'est les cours des céréales. Et là, c'est des cours mondiaux. On ne va quand même pas empêcher l'Ukraine de vendre son grain. Et là, c'est plus compliqué parce que ça veut dire que si les cours baissent, parce qu'il y a... les cours baissent, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'il y a suffisamment de production pour nourrir la planète. Et bien à ce moment-là, les paysans européens vont devoir être encore plus protégés. Oui, avec des paysans polonais notamment en première ligne. On les avait vus bloquer des convois, déverser les céréales. Aujourd'hui encore, il y a des manifestations en Pologne, sur les routes de Pologne, sur des dizaines et des dizaines de routes pour demander, ils sont encore plus véhéments, merci, la fermeture des frontières avec l'Ukraine. Hein, c'est vraiment ce que demandent les agriculteurs polonais. Jérôme Klech, est-ce qu'il y a un risque d'asphyxie de l'économie ukrainienne, ou est-ce que je vais beaucoup trop loin en disant ça ? C'est pas exactement ma partie, mais je suis pas forcément compétent pour m'exprimer sur les répercussions que peut avoir les limitations d'importation du blé sur l'économie ukrainienne. Alors je peux vous poser la question différemment. Combien lui coûte la guerre à l'Ukraine ? Une chose est certaine, c'est que l'Ukraine, dans le cadre de son de son impératif, qui est celui de rétablir le rapport de force avec la Russie, il lui faut des troupes, ça, c'est pas véritablement sur cet aspect-là que l'économie va peser, il lui faut des munitions, il lui faut de l'armement robuste, il lui faut des capacités de frappe dans la profondeur, c'est ce que disait Richard, le seul point positif de cette contre-offensive ukrainienne, ça a été cette capacité de frappe dans la profondeur qui a permis de mettre en déroute une partie de la flotte à Sébastopol et de rouvrir le couloir. Voilà, il lui faut tout ça. Et donc effectivement, si l'économie est asphyxiée, si vous prenez les différents cercles, eh bien effectivement, vous n'allez pas pouvoir rétablir ce rapport de force. Oui. Mathieu, vous vouliez intervenir ? Oui, non, je dis que l'Union européenne aujourd'hui, elle est écartelée entre ses grands principes de compétitivité, de souveraineté et de solidarité dont on a fait preuve vis-à-vis de l'Ukraine. Et l'accord qui avait été trouvé cette nuit et qui est suspendu désormais, il prévoyait, c'est vrai,
de prolonger la baisse des droits de douane et les quotas, sauf pour certains produits. En excluant certains produits. Mais attention, parce qu'en excluant certains produits comme les volailles, les œufs, le maïs, l'avoine ou le miel même, mais dans des volumes qui étaient les volumes de l'année 22 et 23. Précisément les volumes qui avaient mis en colère les agriculteurs. Donc en fait, ça n'aurait pas été pire, mais ça n'aurait pas été mieux d'une certaine façon. On voit que l'équation, elle est quasi. Et c'est pour ça que la Pologne et la France aujourd'hui freinent des cas de fer en disant ça ne va pas assez loin sur les restrictions. D'autant qu'il y a un aspect dont on ne parle pas, mais au fond, il y a une solution. La solution, c'est de faire des couloirs assez étanches, des couloirs par lesquels les denrées agricoles ukrainiennes transiteraient par l'Europe et seraient ensuite réexportées via des ports européens qui ne sont pas menacés par la Russie. La difficulté, c'est que ces couloirs ne sont pas étanches. C'est-à-dire qu'un certain nombre de sociétés polonaises ou françaises agroalimentaires peuvent très bien, en jouant d'immatriculation dans tel ou tel pays, au fond, capter cette manne ukrainienne et la déverser sur le marché européen. Et c'est ça qu'il faut éviter, parce que permettre le transit de denrées agricoles ukrainiennes vers le reste du monde, ça, c'est quand même une solidarité qu'on pourrait continuer de faire. On titre ce débat le printemps de tous les dangers, et avec une dimension, finalement, qui rejoint complètement ce qui est en train de se jouer à Bruxelles, Pascal Jouannin, c'est la lassitude des opinions publiques. C'est aussi à ça que l'on assiste et à ça que répondent les 27 pays de l'Union en ce moment. Alors, il y a une baisse. Je ne dis pas qu'elle est encore majoritaire, mais il y a une baisse, parce que comme l'a dit Christiane Lambert, je crois, dans ce reportage, je crois que c'est elle. L'ancienne présidente de la FNSEA, voilà, on pensait que la guerre serait courte. Et la guerre est là. Et je ne sais pas, enfin, sauf si Jérôme ici présent nous dit qu'il a la date de fin, moi je ne la vois pas immédiatement. Donc elle va encore durer. Et en plus, les Européens, tous, quel qu'il soit, un titre ou un autre, ont dit il faut qu'on aide l'Ukraine, il faut qu'on soutienne l'Ukraine jusqu'à ce que l'Ukraine vainque, et il faut que la Russie perde. Donc si en effet on veut soutenir l'Ukraine, il y a un soutien militaire, on en parlera peut-être tout à l'heure, il y a un soutien agricole. Et il ne faut pas oublier que nous sommes dans une campagne préélectorale, puisque nous avons les élections dans 2 mois et demi, le 9 juin, et qu'en effet, l'Union européenne, dans le message, c'est on continue à aider, on va essayer de trouver une solution, mais en effet, là maintenant, il y a un signal quand même qui fait un petit peu, pas le pas de recul, mais un peu le pas de côté, et qui est un signal plutôt pour les électeurs en disant, voyez, on vous écoute et on ne va pas non plus faire tout pour que les Ukrainiens gagnent et nous, on perde. Richard, évidemment, c'est un peu plus compliqué quand là je reste côté français, quand on doit annoncer des 10 milliards d'économies budgétaires cette année, encore 20 milliards et en même temps débloquer des sommes équivalentes ou supérieures pour aider l'Ukraine. Enfin, c'est un peu binaire ce que je dis, mais c'est aussi une partie de l'opinion française qui se pose cette question. Oui, avec une difficulté, c'est qu'il faut quand même se dire que le meilleur moyen d'aider l'Ukraine, au-delà de l'armement, au-delà des munitions, dont on sait par ailleurs qu'on a de la peine à les donner en quantité suffisante, le meilleur moyen de l'aider, c'est d'aider cette économie à tenir debout. Aider ce pays à tenir debout. Parce que ce qu'on pourrait dire aux électeurs, aux Français, c'est que de toute manière, si on veut que l'Ukraine tienne, mais qu'on ne lui permet pas d'avoir des ressources économiques, il faudra l'aider encore plus. Parce qu'il faudra bien les acheter, toutes ces munitions. Donc, très franchement, il vaudrait mieux que l'économie ukrainienne soit le plus solide possible, y compris dans sa partie agricole. In fine, ça coûtera moins cher aux contribuables européens. Et n'oublions pas qu'il y a quand même un danger, parce qu'à force de donner et de toujours donner des subventions, on déstructure aussi une économie ukrainienne qui a besoin d'exister et d'être résistante. Printemps de tous les dangers. Est-ce que c'est vrai aussi sur le plan militaire ? J'ai l'impression qu'il y a une grande offensive russe qui se prépare. C'est surtout vrai sur le plan militaire, et je fais juste une petite parenthèse. Autant, effectivement, l'économie, bon, j'en suis pas spécialiste, mais je sais une chose, c'est que la temporalité du problème économique que vous soulevez est pas la même que celle de la temporalité militaire. C'est-à-dire qu'effectivement, il faut soutenir l'Ukraine économiquement pour avoir toutes les ressources dont il faut disposer pour se réarmer, pour pouvoir tenir le coup, comme vous le disiez, et faire en sorte que des hommes soient déplaçables au front, avoir quelques centaines de milliers de troupes, c'est ce qu'il faudrait, mais la temporalité n'est pas la même. Le besoin militaire, il est immédiat. Il est urgent. Il est immédiat, et la pression économique qui pourrait s'imprimer en cas d'impact des importations, c'est beaucoup plus long. On n'est pas du tout dans la même temporalité. Là sur le front, c'est plutôt une période de calme, de stabilité. Ce que l'on observe, on sort, en fait, il faut bien le voir, de la bataille d'Avdiivka, qui est à voir en miroir de Bakhmout. Ça a été finalement le second Bakhmout. À ceci près que Bakhmout, ça a pris des mois, avec Prigojine, Wagner, et les Russes se sont enlisés pour finalement s'en sortir.
Alors qu'Avdivka, les Russes ont vraiment changé leur fusil d'épaule, si je puis dire, puisqu'ils ont fait un emploi rehaussé en qualité et en quantité de la puissance aérienne et de leur chasse, de leur aviation de chasse. Et cet appui-feu a permis finalement une bataille à l'échelle locale assez décisive. Et donc ils ont emporté une victoire assez décisive, en ce sens que aujourd'hui ils sont à l'ouest d'Avdivka et plus enlisés sur Avdivka. Voilà. Et ce faisant, eh bien, ça marque encore une fois cette nécessité, et on le redira jamais assez, de disposer de l'arme aérienne. C'est la condition du succès préalable, et inversement aussi, lorsqu'on l'emploie, on voit aussi que ça donne, des résultats. J'essaie d'avancer. Est-ce que on est dans une phase de pause avant une éventuelle offensive? Maintenant, le front est figé. Avec cette bataille gagnée, le front est figé. Les frappes dans la profondeur diminuent, même s'il y a eu des frappes là dernièrement à Kharkiv. On voit qu'il y a moins de frappes aussi sur Odessa. Et de l'autre côté, effectivement, les Ukrainiens aussi comptent aussi leurs frappes dans la profondeur. Il y a quelques frappes sur Belgorod. Mais en effet, vous avez raison, il y a une pause tactique. Pourquoi? Et on aura l'occasion certainement de revenir dessus. Parce que sans doute que Vladimir Poutine refait ses forces en vue d'une offensive au printemps, à l'été. Et d'ailleurs, son ministre de la Défense, Shoigu, a annoncé mettre des dispositions en place pour constituer une force de 80 000 hommes. Et l'idée, c'est d'avoir entre 200 et 700 000 hommes disponibles au front dans les mois à venir. Donc une offensive à craindre. Fournir des armes, des munitions à l'Ukraine, on l'a compris, c'est ça la priorité et l'urgence. Et dans ce contexte, on va parler tout de suite avec Mathias Araez. Il y a aussi dans les annonces de ce mercredi ce plan présenté, bonsoir Mathias, par l'Union européenne pour financer des armes pour Kiev. Et quelle meilleure ironie que de le faire avec de l'argent russe, pratiquement depuis le début de la guerre en février 2022 et le gel des avoirs russes en Europe. Se pose la question de que faire avec cet argent. On parle tout de même d'une enveloppe de 200 milliards d'euros. Rendez-vous compte, il y a d'un côté ceux qui pensent que cet argent devrait servir à reconstruire l'Ukraine, même si la facture actuelle elle représente déjà plus du double. Ceux qui pensent qu'on ne devrait pas toucher à ce capital au risque de déstabiliser le rôle du dollar et de l'euro en tant que principale monnaie de réserve, mais aussi et surtout car il n'y a pas de base légale pour le faire. Et enfin ceux comme Josep Borrell, haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères, qui estime que l'achat d'armes pour Kiev est la bonne solution. Comment ça pourrait se traduire ? Eh bien, soyons clairs, il ne s'agit pas de confisquer ces quelques 200 milliards et d'acheter avec des F-16 et des HIMARS. Ce serait trop facile et il y en aurait beaucoup trop. On parle de confisquer les bénéfices générés par ces avoirs, soit environ 3 milliards d'euros par an. Cet argent irait à 90%, comme l'indique Josep Borrell, dans les caisses de la Facilité européenne pour la paix, un instrument financier hors budget de l'UE visant à fournir une aide militaire aux pays partenaires. Les 10% restants seraient reversés directement au budget de l'UE pour renforcer les capacités de l'industrie de défense ukrainienne. Est-ce que ce plan, là, présenté par Josep Borrell, il est validé, approuvé par la France ? Alors, pas vraiment. Ce n'est pas vraiment la position de la France. Tout d'abord, il y a la crainte du cadre légal. Je l'évoquais tout à l'heure. Fin février, en marge d'un G20 des ministres des Finances au Brésil, Bruno Le Maire émettait des doutes sur la mesure. I want to be very clear. Je tiens à être très clair. Nous ne disposons pas de la base juridique nécessaire pour saisir les actifs russes. Nous devons continuer à travailler sur ce point. We need to work further on. Voilà, on l'a entendu, la France pousserait plutôt pour un emprunt européen, à l'image de ce qui avait été fait au moment du Covid. Ce jeudi, justement, les 27 se réunissent à Bruxelles dans un contexte où la Russie engrange des succès militaires sur l'Ukraine. Nul doute que la question risque d'être abordée, Thomas. Merci beaucoup. Mathias, Richard Verly, vous venez de signer un article sur ce thème pour votre média, pour Blick. Vous dites que c'est impossible de confisquer les avoirs russes. Pourquoi ? Absolument. C'est impossible pour deux raisons essentiellement. Une première raison juridique pour les avoirs qui sont sur le sol européen, ou plus exactement dans les comptes d'institutions financières européennes, parce que immédiatement il y aura des recours. Ça veut dire que vous saisissez d'une propriété privée qui appartient à quelqu'un qui n'a pas commis de délit. C'est pas un trafiquant de drogue. C'est un oligarque dont il faut prouver qu'il a sciemment et volontairement aidé l'effort de guerre qui a conduit à perpétrer des crimes de guerre ou des crimes contre l'humanité. On se saisir un yacht, il faut prouver que ce yacht a été acheté avec de l'argent qui a participé à la guerre et qui a participé à des crimes. Donc c'est pas possible et personne ne va s'aventurer là. Et puis la deuxième limite, c'est la limite internationale. Si vous faites ça aux avoirs russes en Europe, demain la Corée du Nord, c'est pas trop un problème, il n'y a pas trop d'avoirs européens là-bas. Mais la Chine pourrait après tout s'en prendre aux avoirs européens, sous des prétextes X ou Y. Personne ne veut ouvrir cette boîte de Pandore, ça ne sera pas le cas. Alors là, on est dans la captation
des intérêts de ces placements ou de ces capitaux. C'est apparemment beaucoup plus défendable, mais ce n'est pas complètement acquis. D'ailleurs, il y a un petit indice, c'est que ça fait maintenant 3 mois que le Conseil européen, c'est-à-dire l'institution qui représente les 27, a demandé à la Commission de lui préparer un rapport et un papier, et elle ne l'a toujours pas fait sur ce sujet. Il a fallu à nouveau que le Conseil revienne à la charge. Ça veut dire que les services juridiques de la Commission y vont à reculons. Oui, Pascal Jeunet, est-ce que c'est vrai aussi pour les bénéfices que génèrent ces avoirs? Parce que c'est ce qu'on entendait là dans la proposition de Josep Borrell, il y a ces 3 milliards par an. On ne parle que des bénéfices. Les avoirs, en effet, ça serait très juridiquement compliqué et on pourrait en effet se tendre une perche avec laquelle on se ferait battre en retour. Donc c'est pas du tout les 200 milliards, il ne faut pas le voir comme en effet En revanche, les intérêts, ou du moins les bénéfices, ça représente quand même entre 3 et 5 milliards sur le sol européen. Donc c'est pas mince par an. Donc ça permettrait en effet, si on trouve la solution idoine juridique... Ces intérêts, ils sont censés être la propriété de ceux qui possèdent cet argent. Ils sont censés, mais c'est moins répréhensible juridiquement que... Voilà. Encore qu'il faut s'en assurer, mais ça permettrait en effet de donner un message et surtout de l'argent à l'Ukraine qui en a besoin, puisque de toutes les façons, ces avoirs, il ne faut pas se leurrer, Richard, on ne les rendra pas aux oligarques. On ne les rendra pas aux oligarques. Tout simplement parce qu'il y a des dommages de guerre. Non, mais il y a des dommages de guerre. À un moment donné, à la fin des fins, on n'y est pas encore, etc. Mais il y a des dommages de guerre et c'est une agression russe. C'est pas l'Ukraine qui a tapé sur la Russie. Donc il y a des dommages de guerre et donc il y aura à rembourser, ou tout du moins à reconstruire l'Ukraine. Et cette somme de reconstruction de l'Ukraine, elle est déjà au moins le double du solde des avoirs, etc. Et donc si en effet on arrive à trouver la solution juridique, encore c'est une solution juridique, pour faire en sorte qu'on puisse avoir 3 milliards pour aider l'Ukraine à acheter un certain nombre de matériel militaire dont ils ont besoin urgemment, c'est ça le besoin. On trouverait une solution qui permettrait de donner un petit input aux Ukrainiens. Jérôme Clay, je voulais intervenir. Oui, parce que le problème, c'est pas tant un problème d'argent. Le nerf de la guerre, là, c'est pas l'argent. Le nerf de la guerre, là, c'est l'armement. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un problème de temporalité qui est vraiment important. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir répondre dans les mois tout de suite. L'argent, parce qu'il y a une pause dans les armes livrées par les Américains. Mais déjà, il y a un problème de fourniture. C'est-à-dire que quand bien même il y aurait des commandes fermes, il faut que les industriels puissent fournir. Et on a déjà dit, ce serait trop long de le développer ici, mais que toute la chaîne de production fait qu'on ne peut pas fournir en obus, on ne peut pas fournir en drones, on ne peut pas fournir en missiles de frappe dans la profondeur. Et c'est pour ça qu'il y a des coalitions capacitaires dans tous ces domaines, pour faire en sorte d'accélérer le mouvement. Ce que je veux dire par là, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas de l'argent pour financer ça. Mais je veux dire, le goulet d'étranglement est davantage sur la capacité à produire et à délivrer ces armes moins que sur l'argent. S'agissant des sanctions, parce que ça renvoie à la question des sanctions, ce que vous dites, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les faire, ces sanctions. Mais encore une fois, la temporalité n'est pas du tout du même ordre. L'efficacité des sanctions, même s'il faut les faire, que ce soit l'importation de pétrole, c'est contourné, que ce soit l'exportation des biens à double usage, essentiellement aéronautique et spatial, c'est contourné. Les Émirats arabes unis achètent, la Turquie achète, le Kazakhstan achète. Et donc, si vous regardez le bilan entre ce que l'Europe ne fournit plus et ce que ces pays finalement achètent, vous avez à peu près des vases communicantes. Donc ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, mais on n'est pas dans la bonne temporalité. Voilà. Donc ne nous illusionnons pas avec les avoirs russes. On gérera ça dans 10 ans, au moment de la reconstruction de l'Ukraine. Voilà, bien. Donc espérons que ce sera moins loin que 10 ans. Donc j'avance sur cette question de l'économie russe, de son affaiblissement éventuel, en vous proposant d'écouter le secrétaire américain à la défense. C'était lors d'une réunion des alliés de l'Ukraine sur la base américaine de Ramstein en Allemagne. On écoute Lloyd Austin. La Russie a payé le prix fort pour les rêves impériaux de Poutine. Au moins 315 000 soldats russes ont été tués ou blessés depuis l'invasion de Poutine en février 2022. La Russie a gaspillé jusqu'à 211 milliards de dollars pour équiper, déployer, entretenir et soutenir son agression impériale contre l'Ukraine. Vous étiez en train... Le débat continue, ça arrive souvent sur ce plateau. Vous êtes vraiment mordicus, ces avoirs russes ne seront pas moi, je suis convaincu que les avoirs russes gelés dans le cadre des 13 paquets de sanctions, bientôt suivis d'un 14e paquet de sanctions de l'Union européenne, ne seront pas confisqués. C'est trop compliqué d'un point de vue juridique, pour les raisons que j'ai expliquées, mais par ailleurs, il faut quand même dire quelque chose, c'est que ces avoirs, les oligarques qui sont sur les listes dont les avoirs ont été gelés, ils sont gelés parce qu'il y a une guerre qui est en cours et une guerre contre
qui menacent l'Union européenne, mais ils ne sont pas gelés parce que ces gens ont commis des délits de droit commun. Oui, bon. Ils ne sont pas répréhensibles au regard du droit français ou du droit italien. Ils sont répréhensibles dans le sens qu'ils soutiennent la guerre ou qu'ils soutiennent Poutine et qu'ils n'ont pas pris leur distance avec ce qui se passe en Russie. Et ça, c'est aussi grave. C'est pas un délit. Oui, mais regarde, les athlètes olympiques, on va pas les faire venir parce qu'ils voient. Si, c'est pareil. Ils viennent, mais ils ne défileront pas et ils ne seront pas sous bannière russe. C'est parce qu'en effet, s'ils n'ont pas dit qu'ils étaient contre la guerre, en effet, ça veut dire qu'ils soutiennent. Voilà. Disons-le, les enfants de ces oligarques qui sont scolarisés dans des institutions, que ce soit en Suisse, que ce soit au Royaume-Uni, que ce soit dans des pays de l'Union européenne, continuent leur scolarité. Ils n'ont pas été renvoyés en Russie. Bon, j'avance sur on l'a évoqué avec Mathias Arès, sur finalement les clés, les stratégies européennes pour essayer de fournir des armes à la Russie. Il y a notamment la question, Pascal Joannin, je vais vous entendre là-dessus, d'un emprunt, un peu sur le mode de ce qui a été fait au moment de la crise Covid, c'est-à-dire un emprunt défense, un emprunt européen. Est-ce que ça vous semble une piste efficace? Je sais qu'en Europe, quand on commence à dire créons de la dette, il y a quelques pays qui ressortent. C'est souvent la France qui le dit. Alors, ça n'est pas une proposition française. Il y a les frugaux qui ressortent du bois. Ça n'est pas une proposition française. Contrairement au Covid, où il y avait en effet à la base une proposition allemande et qui avait pu aboutir parce que l'Allemagne en effet avait franchi un petit peu la ligne qui était celle d'une rigueur habituelle et en effet elle avait donné ce truc. Là pour le coup l'initiative vient d'une première ministre d'un petit État qui s'appelle l'Estonie, Kaja Kallas, qui est donc pas une foudre de guerre mais qui connaît elle la Russie et qui sait que si on veut vraiment apporter un plein soutien à l'Ukraine et donc stopper la Russie, sinon la Russie revendiquera un certain nombre de choses qui sont aujourd'hui dans l'Union européenne. Et les États baltes, il y a une communauté russe puisqu'ils étaient dans l'Union soviétique, complètement intégrés à l'Union soviétique. Donc Kaja Kallas dit, eh bien, si on n'arrive pas à avoir plein de choses, parce qu'il y a des blocages, l'opinion, il y en a qui disent non, les budgets, les contraintes, etc., faisons un emprunt comme nous l'avons fait pour la crise Covid, au niveau de l'Union européenne, avec les États. Ça a une chance de passer? Alors, c'est au début. Alors, vous avez toujours des États qui seront plutôt bienveillants, et puis il y a des États qui mettront un peu des bâtons dans les roues, on sait d'où ils viennent, etc. Mais il faut jamais dire jamais, parce que quand on avait fait l'emprunt en disant Covid, oh là là, jamais ça passera, c'est pas possible, etc. La crise Covid a complètement été un facteur où on a fait ce qu'on était inimaginable. Ouais. Donc là, il faut pas dire jamais. Ça va être difficile, ça ne sera pas demain, ni peut-être après-demain, mais il va y avoir un Conseil européen et je suis sûre que ça va faire partie des discussions qui seront informelles mais qui ne seront pas dans le communiqué. Mais ça risque d'être quelque chose qui va faire son chemin pour essayer d'apporter une solution à le financement de l'aide à l'Ukraine. Ouais, mais si je comprends bien, ça ne changera pas le fond de la question qui est de livrer des armes, des munitions rapidement. Voilà, parce donc ça veut dire que à quel point l'armée ukrainienne est démunie dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, Jérôme? Alors, ce que l'on disait effectivement, quand on parlait de la contrainte économique et la capacité à convertir ça en armement et en rapport de force, il manque des troupes, de la frappe dans la profondeur et des armements qui sont des drones, de l'artillerie, de la défense solaire et des munitions type obus 155. Voilà. En gros, c'est ce qu'il faut, c'est le package en quantité, avec, pour ce qui est des troupes, plusieurs centaines de milliers de troupes. Voilà ce qu'il faudrait pour pouvoir faire face à l'offensive probable de la Russie au printemps ou à l'été, probablement avant les élections américaines. Impossible en aussi peu de temps. Effectivement, c'est véritablement un défi, d'où effectivement les coalitions capacitaires qui se sont montées. Bon, la question maintenant, c'est est-ce qu'il sera possible à l'Ukraine de rassembler suffisamment pour pouvoir faire en sorte que l'opposition qui livrerait aux Russes bloquer l'offensive. Oblige les Russes à réfléchir à la mise en œuvre de l'offensive. C'est-à-dire qu'il faudrait que les Russes se disent, voilà, si on va jusqu'à l'offensive, on n'est pas sûr que notre offensive, en se réalisant, confère ce qui s'est passé pour l'Ukraine, ne s'amoindrisse pas. D'accord. Il vaudrait mieux laisser planer le spectre dans l'offensive sans jamais la mener véritablement et en gardant finalement un niveau de conflit qui est celui que l'on a connu encore ces dernières semaines. Et ce faisant, que la Russie cherche à obliger l'Ukraine à demander des négociations qu'alors la Russie accepterait, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, la Russie n'a pas du tout envie de négocier. Ça repose la question et ça remet sur le
le devant de la scène, ces termes d'ambiguïté stratégique dont on va parler maintenant. Mais d'abord, Mathieu, je me tourne vers vous parce qu'il y a un mot qu'on a beaucoup entendu dans la classe politique française depuis des mois, depuis 2 ans, c'est le mot naïveté. Oui, naïveté face à Vladimir Poutine est le premier à en avoir fait les frais de ce reproche, c'est Emmanuel Macron. Parce que pour avoir voulu, dans les premiers mois qui suivirent l'invasion de l'Ukraine, maintenir le fil du dialogue avec le Kremlin, et puis surtout pour avoir espéré un temps pouvoir ramener peut-être Vladimir Poutine à la raison, le président de la République a été accusé tout à la fois de naïveté et d'hubris, pour qui il se prend, et en fait il est très naïf. Et certains avancent même aujourd'hui que dans l'opposition, que ces dernières prises de position sur l'éventuel envoi de troupes en Ukraine seraient pour lui une façon de se racheter de ce faux pas. Vladimir Poutine ne respecte que la force, ne s'est pas privé de lui rappeler son prédécesseur François Hollande dès qu'il en a eu l'occasion. Pour autant, ce procès en naïveté du locataire de l'Élysée, aujourd'hui, il ne tient plus. Et il se retourne d'une certaine façon contre ses opposants. Alors, qui aujourd'hui est naïf avec Vladimir Poutine? On peut se poser la question, par exemple, pour le Rassemblement national. Le RN, de l'aveu de son président Jordan Bardella, n'y a pas échappé, puisqu'il y a eu une naïveté collective à l'égard des intentions et des ambitions de Vladimir Poutine. Ça, c'est ce que déclarait au journal L'Opinion il y a un an Jordan Bardella. Une petite phrase qui avait été ressentie comme une prise de distance vis-à-vis de sa patronne. Il s'était fait tirer l'oreille après. Est-ce que le RN en a tiré les leçons ? On peut se le demander, et c'est franchement pas sûr quand on écoute, quand on voit l'abstention des députés au plan l'accord de sécurité entre la France et l'Ukraine. Parce que feindre de croire, surtout quand on vous écoute, que la situation pourra s'arranger ou même que la résistance ukrainienne pourrait perdurer sans que l'on ne change rien, sans que l'on en fasse plus, nous, de côté de notre soutien, c'est une fausse naïveté qui confine à l'acquiescement. Et de la même manière, croire que Vladimir Poutine, dans l'hypothèse où la Russie l'emporterait, s'arrêterait là, s'en tiendrait là, sans pousser son avantage ailleurs en Europe, et peut-être une forme d'aveuglement. Et à gauche? À gauche, naïfs aussi, tous ceux qu'on entend aujourd'hui prôner la paix, qui n'ont que la paix à la bouche au nom de, vous savez, ce fameux refrain de faire la guerre à la guerre, comme c'est le cas au Parti communiste ou à la France insoumise. Parce que ceux qui réclament qu'on négocie aujourd'hui un cessez-le-feu, une paix, imaginent-ils vraiment, et vous venez de les démentir, qu'un Vladimir Poutine en position de force serait prêt à faire des concessions? Non. Alors deux choses l'une. Soit ils l'imaginent vraiment et là ils sont naïfs, soit ils ne l'imaginent pas et leur discours pacifiste n'est qu'un faux nez qui leur permet de donner le change, mais qui ne saurait occulter une réalité, que toute paix négociée aujourd'hui reviendrait pour l'Ukraine à une capitulation. Est-ce que vous voyez les opinions européennes et peut-être aussi certains chefs d'État européens, je commence avec vous Pascal Joannin, évoluer entre la prise de parole d'Emmanuel Macron fin février, cette ambiguïté stratégique, envoi de troupes éventuelles en Ukraine, et aujourd'hui? Il y a quelques pays, moi je pense à la Pologne par exemple, alors évidemment ceux qui sont en première ligne, Pologne, Pays-Baltes, qui sont un peu rapprochés de la position d'Emmanuel Macron. Vous nous aviez invités d'ailleurs avec Richard et on était à l'impression qu'en effet Emmanuel Macron était tout seul, avait mis les pieds dans le plat, et mon Dieu, mais quelle bourde il avait faite de prononcer ce mot troupe. Et donc on s'était dit, il est tout seul, il est de nouveau isolé. C'est pour ça que ça m'intéresse quelques semaines plus tard de vous entendre. Eh bien non, on y vient de plus en plus. Alors plus ou moins clairement, mais on y vient de plus en plus. Alors vous avez raison, le Premier ministre polonais aujourd'hui, puisqu'il y a un nouveau Premier ministre polonais qui est favorable en effet aux thèses européennes. Vous avez tous les pays baltes, vous avez même les pays scandinaves, Finlande et Suède sont moins parce qu'ils sont aussi aux portes, etc. Ils ont rejoint l'OTAN, ils ont été complètement aussi fracassés par cette guerre en Ukraine. Et les Tchèques aussi. Et les Tchèques, oui, il est allé tout de suite Et puis vous avez... Alors les pays du Sud sont un peu moins... Il faudra peut-être convaincre l'Italie, parce que l'Italie est un grand pays, et Mme Meloni, jusqu'à présent, a toujours soutenu l'Ukraine, ce qui en fait, dans les 10 partis de droite durs, une personne qui est complètement à l'opposé du Rassemblement national et de Marine Le Pen, qui fait que les populistes, s'ils gagnent un peu du terrain aux élections européennes, ne seront pas la grande force politique, puisqu'ils ne seront pas dans le même groupe, pour des raisons liées notamment à l'Ukraine et à la Russie. On voit mal en effet les pro-Poutine avec
avec les pro-ukrainiens. Et donc, en effet, on voit que le président de la République a réussi à enfoncer un clou qui va petit à petit essayer de diffuser et d'infuser pour essayer d'être partagé par le plus grand nombre. On verra bien. Richard Verlier, votre avis? Est-ce que vous êtes... La question, c'est est-ce que le clou ne va pas se tordre sur le bitume de Poutine? C'est-à-dire que, oui, le clou a été enfoncé, oui, quelques pays européens, notamment la Pologne, ont pris aussi le marteau et envisagent peut-être de taper dessus, mais pour l'instant, tout ça, c'est des mots. Bien sûr. C'est des mots, ce sont des avertissements lancés par Emmanuel Macron, préparés, on demande des plans à l'état-major, d'après ce que j'ai compris. L'état-major français doit préparer des plans, mais concrètement, et la logique, ça ne veut pas dire que c'est ce qui va se passer, la logique serait que Poutine, qui vient d'être élu, teste maintenant ses adversaires, enfin ses ennemis en réalité. Il va les tester. Alors est-ce qu'il va continuer de les tester en Ukraine, en cherchant à véritablement avancer et à casser ce front ukrainien? Est-ce qu'il va chercher à les tester ailleurs? À partir de ce moment où la partie de test sera engagée, on fait quoi? Est-ce que véritablement, la France aujourd'hui est capable de déployer très rapidement des troupes au sol dans une configuration à définir? Est-ce qu'elle sera accompagnée d'autres troupes et quel impact ça aura? Au fond, la question qui n'est pas résolue, c'est celle de la crédibilité des avertissements posés par Emmanuel Macron. Alors on va justement écouter Vladimir Poutine. Juste après sa réélection, c'est lors d'un concert qui est donné sur la Place Rouge et il parle de la Crimée. Écoutons-le. La Crimée n'est pas seulement un territoire stratégiquement important. Ce n'est pas seulement notre histoire, nos traditions et la fierté de la Russie. La Crimée, c'est avant tout son peuple. Les habitants de Sébastopol, les Criméens, sont notre fierté. Ils ont gardé leur foi en la patrie tout au long de ces 10 années. Ils ne se sont jamais séparés de la Russie. C'est ce qui a permis à la Crimée de revenir dans notre famille commune. Évidemment, les Ukrainiens refusent de laisser la Crimée, mais je rebondis sur ce que disait Richard Verlier à l'instant, Jérôme Klech. Vladimir Poutine peut-il, entre guillemets, se satisfaire des territoires qu'il a déjà remportés, déjà gagnés, ou est-ce qu'il veut aller plus loin, envahir d'autres pays, tester nos résistances, comme le disait Richard Verlier? Il y a deux grands principes, et on va les décliner, c'est qui veut la paix prépare la guerre, et le pouvoir arrête le pouvoir. Bon, il faut être capable, effectivement, d'être suffisamment crédible et de pouvoir imposer des dommages à l'autre qui soient insupportables. Ça, on commence à être dans la rhétorique nucléaire quand on dit ça. Mais sans aller dans la rhétorique nucléaire, on peut imposer des dommages à l'autre qui seraient rationnellement insupportables. Or, en l'état actuel des choses, si Vladimir Poutine devait aller au-delà de cette ligne de front, en allant vraiment dans la profondeur, et c'est le président qui l'a dit, le président français, il devait aller sur Kharkiv, Kiev, Odessa, beaucoup plus loin dans la profondeur, et manifester des velléités d'aller au-delà de l'Ukraine, de fait, c'est ce qui serait le cas en allant dans la profondeur, de fait, il est inimaginable qu'il n'y ait pas une forme de réaction, et la réaction qu'il peut avoir à l'échelle des pays de l'OTAN, avec ou sans les États-Unis, et même sans les États-Unis, pourrait impliquer des dommages qui seraient rationnellement inintéressants pour Vladimir Poutine. Alors attendez, je vous interromps. Ça veut dire le laisser dans cette ambiguïté, c'est-à-dire que des troupes ou des armées de l'OTAN pourraient intervenir, donc n'allez pas plus loin, ou alors intervenir si Vladimir Poutine va plus loin, parce que c'est plus la même guerre. C'est tout le sens de l'ambiguïté stratégique, c'est sur la base d'ordre de bataille, c'est-à-dire de capacités dont on dispose et de la façon dont on sait les employer avec des armées qui ont fait la guerre et qui la font encore. Je rappelle que la France a 30 000 hommes à l'extérieur en opération extérieure, et qui sont des puissances nucléaires comme la France, comme les Britanniques, pour ne parler que du pan-européen, et qui font le fait que l'alliance otanienne est une puissance nucléaire. Ça, c'est le pouvoir arrête le pouvoir, et la capacité à avoir suffisamment de forces conventionnelles malgré tout, même si on n'est pas sur l'idéal que l'on pourrait souhaiter, pour endommager suffisamment l'armée russe. Et ça, la Russie n'y a pas intérêt. D'où les rodomontades nucléaires, d'où effectivement les rhétoriques très fortes, mais qui, quelque part, s'inscrivent dans le pouvoir arrête le pouvoir. Voilà. Si, en revanche, à côté de ça, l'option de l'offensive et la version basse, l'offensive russe qui aura peut-être lieu, en tout cas qui se prépare, ça c'est certain, devait être une option basse, eh bien, on arriverait peut-être effectivement à un point de fuite, à une sortie qui est la consolidation des gains russes de 2014,
légèrement accru ces dernières années, voilà, enfin depuis 2022, et donc peut-être une neutralité de l'Ukraine, ou des choses qui effectivement vont dans le sens de la Russie. Mais au final, stratégiquement, on a une Russie qui sera contenue. Ouais. Voilà. Richard Verly. Je voulais juste dire qu'il y a une solution intermédiaire dont on a peu parlé en France parce que le débat a été dominé par les paroles d'Emmanuel Macron sur l'envoi possible de troupes. C'est la solution danoise. Le Danemark a décidé de donner la totalité de son artillerie à l'Ukraine. Donc voilà un pays qui a décidé de se délester de la totalité de son artillerie pour le donner à l'Ukraine. C'est pas idiot comme solution. C'est-à-dire, imaginons que d'autres pays disent eh bien, on donne la totalité de notre artillerie parce qu'on s'estime protégé par le parapluie américain, et dans ce cas de figure, le parapluie existe. Ça peut être... Moi, je n'exclus pas ce genre de situation dans les prochaines semaines si véritablement le front ukrainien devient très tendu, d'autres solutions de ce type, parce que ça voudrait dire un apport de matériel très rapide, c'est du matériel disponible, c'est des munitions disponibles. Bien évidemment, ça aura une conséquence stratégique. On se vulnérabilisera, mais on est quand même à un bon millier de kilomètres ou à 2000 kilomètres du front, on peut se le permettre. Il y a encore le chancelier allemand qu'il faut convaincre complètement de cette... Parce qu'il a un peu évolué par rapport à Emmanuel Macron, on l'a vu à Berlin la semaine dernière avec le Premier ministre polonais, mais il n'a pas encore donné les taurus. Vous y croyez à cette solution danoise ? C'est ce qui serait peut-être, je reprends en Europe, d'aller plus vite. Ce qui marche en Europe, ce qui marche en matière d'Europe de la défense, c'est rarement ce qui est fait au niveau communautaire. Même s'il y a eu des avancées, c'est souvent la combinaison, la conjugaison d'efforts nationaux, en fonction de ce que chacun peut apporter. Donc s'il y a 5 ou 6 pays, 5 ou 6 pays peuvent prendre la même décision que la logique danoise et des pays nordiques n'est pas la même que la France, parce que la situation de la France, qui est un pays doté, n'est évidemment pas la même. Donc ces pays-là pourraient éventuellement se départir de façon assez avantageuse de leur armement pour effectivement faire bénéficier l'Ukraine. En revanche, la position d'un pays doté est tout autre. Pays doté de l'arme nucléaire. Voilà. Je termine vos phrases. Voilà. Merci. Une puissance nucléaire. Voilà. Comme ça, on le sait. Prenez un pays comme l'Espagne, par exemple, qui jusqu'à maintenant est très réticent sur l'histoire d'envoi de troupes, etc. L'Espagne, dont je rappelle qu'elle a des Taurus, on l'oublie, elle a des Taurus qu'elle ne donne pas à l'Ukraine. On aurait pu lui demander. Alors les Taurus, déjà, c'est quoi comme arme ? Ce sont comme ces missiles de frappe dans la profondeur, comme les Scalp, les Storm Shadow. Imaginez un pays comme l'Espagne c'est une question théorique que je pose, pourrait dire... Je me déleste de l'intégralité de mon artillerie, je la fais livrer à l'Ukraine. Ça n'aura pas de dommage immédiat sur la sécurité de l'Espagne. Voilà, je pose juste cette équation. Dernier mot, il nous reste un peu plus d'une minute. Jérôme Claix, je vais peut-être terminer avec vous. Vladimir Poutine a-t-il aujourd'hui encore intérêt à négocier ? Aujourd'hui, non. Mais une fois son offensive en mesure de frapper, là, tout est possible. Si en face... il y a pu avoir une coalition capacitaire pour reconstituer, faire en sorte de rééquilibrer un peu le rapport de force et de le dissuader d'appliquer son offensive, là, il aura peut-être intérêt à susciter la demande de négociation des Ukrainiens pour arriver au point de sortie dont on a parlé. Là, à ce moment-là, oui. Avant les élections américaines. Parce qu'après les élections, imaginez que Donald Trump, ce qui est fort probable, arrive et s'entende avec lui. Là, pour le coup, il n'y a plus besoin de négocier quoi que ce soit. Si les Américains et les Russes nous disent c'est ça, il n'y a plus qu'à prendre acte. Parce qu'à Johanna, il y a des pays d'Europe en janvier 2025. Il faut se mettre du côté ukrainien aussi. Encore faut-il qu'ils acceptent de venir autour d'une table de négociation. Il y a des pays d'Europe qui poussent dans ce sens aujourd'hui, et ça rejoint finalement le tout début de notre débat sur la lassitude des opinions, sur ces mesures qui ont été décidées aujourd'hui. Officiellement, non. Il n'y en a aucun. Bon, on peut considérer peut-être que la Hongrie, qui est acquise et à Donald Trump et à Vladimir Poutine, c'est le cas sublime en Europe, serait certainement prêt à être à la table des signataires et être le bon arbitre, etc. Non, le discours de tous les autres, y compris ceux qui s'engagent peu, c'est qu'en effet, il faut soutenir l'Ukraine et il ne faut pas du tout la lâcher, parce que l'Ukraine ne s'arrêtera pas et que si elle gagne vraiment en Ukraine, elle aura un tremplin pour d'autres actions La Russie ne s'arrêtera pas. La Russie ne s'arrêtera pas. Et on voit bien d'ailleurs qu'elle commence avec un peu la Moldavie, la Transnistrie, en agitant ce conflit gelé, etc. Donc, oui, il n'y a plus de limite là. Merci beaucoup. Merci à tous d'avoir participé à ce débat. Richard Verly, le bal des illusions, c'est le titre de votre livre qui sort dans une semaine tout juste aux éditions Grasset. Et Jérôme Claix, la prospective stratégique est publiée aux éditions Hermann. Merci encore à tous les trois.